Des débris entassés sur des kilomètres. Des morceaux de vie jetés sur le bitume. Tout le long de la route 190 qui traverse le comté, les mêmes images. Nous sommes au cœur du désastre, là où les inondations ont fait des ravages. Dans ce paysage d'apocalypse, les hommes du commandant Thomason sont exténués. Dès la première nuit, notre centre de communication a été inondé. Donc on ne pouvait même plus prendre les appels d'urgence. Nos gars ont travaillé des périodes de 48 heures d'affilée, sans le moindre repos, pour secourir les victimes. Parfois on évacuait des gens, puis l'eau montait encore et on devait les évacuer une seconde fois. Dans ce comté de Livingston, 75% des maisons sont abandonnées, détruites par les inondations. Alors une fois les habitants évacués, les hommes du shérif tentent d'éviter que le coin devienne une zone de non-droit. Vous deux, allez voir de l'autre côté du bâtiment. Le type doit être juste derrière. Toutes les nuits, de nouvelles habitations et des magasins abandonnés sont pillés. Postez des gars entre le magasin et la route. Je crois qu'il essaie de rejoindre la route par la forêt. Le suspect vient justement d'être repéré par les hommes du commandant. La région grouille de policiers. Depuis les inondations, ils ont arrêté plus de 320 personnes accusées de vol et de pillage. Donne tes mains. C'est bon, j'ai compris. Va te faire foutre. On l'a chopé quand il sortait de la forêt. Bouge pas tes mains. Qu'est-ce qui se passe là? Nos hommes ont essayé de contrôler son véhicule. Il a essayé de les percuter avec sa voiture et puis il s'est échappé. Ils l'ont poursuivi jusqu'à ce qu'il crache sa voiture dans le fossé et qu'il parte en courant. Et ils l'ont arrêté, juste ici. Ça, c'est la voiture que le gars conduisait. Quand nos policiers l'ont vu, il avait un comportement suspect. Je connais bien ce gars. C'est sûr qu'il était en train de chercher quelque chose à voler. Il a déjà un casier très chargé. Depuis un mois, un couvre-feu est en place. Des policiers et des militaires sont venus de tout le pays pour le faire respecter. La Louisiane fait face à l'une des plus grandes calamités de l'histoire des États-Unis. Des dizaines de milliers d'hectares sous les eaux, 20 comtés et des centaines de villes classées en état de catastrophe naturelle. Le déluge a démarré le 12 août dernier. Le ciel semble alors se déverser sur la Louisiane. Pendant une semaine, la pluie ne s'arrête plus. Les météorologues parlent de la crue du millénaire, l'équivalent de 6 ans de précipitation en quelques jours. Pompiers, policiers et gardes forestiers se mobilisent. Et puis, comme seul sait le faire l'Amérique dans ces cas-là, des milliers de volontaires affluent. Et puis à Bâton Rouge en Louisiane, ce sauvetage dramatique filmé par une caméra amateur. La mobilisation est immense. En quelques jours, les secours parviendront à évacuer 30 000 personnes. En pleine campagne électorale, la Louisiane va concentrer l'attention de tout le pays. À la bataille pour la reconstruction s'ajoute maintenant une autre bataille. Elle est politique. Une semaine seulement après le début des inondations, Donald Trump est le premier à poser les pieds à l'aéroport de Bâton Rouge. En une journée, il visite les zones inondées, rencontre des familles de victimes. On va reconstruire, et plus beau qu'avant. Il dénonce l'incurie des autorités. Obama, Clinton, tout le monde y passe. Donald Trump est persuadé que la Louisiane peut doper sa campagne. Il veut être vu aux côtés des victimes, auprès des services de secours. Le sergent Ronnie Sharp démarre sa patrouille comme chaque jour. À la tête de la brigade fluviale, il est chargé de surveiller 120 km sur la Blood River, au cœur des bayous de Louisiane. Un mois après le déluge, le niveau de l'eau
est encore beaucoup trop haut. Voici où on est là. Et ça, c'est le lac qui a inondé toute la région. On a dû secourir plus de 15 000 personnes. Les gens ont été coincés dans leur maison avec 1 ou 2 mètres d'eau. Certains s'étaient réfugiés dans leur grenier ou avaient grimpé sur le toit pour échapper à l'eau. Les pluies ici ont été torrentielles, presque 8 cm de précipitations chaque heure. Au total, plus de 26 000 milliards de litres d'eau sont tombés sur la Louisiane en une semaine. Mon pire souvenir, c'est cet appel. Des gens qui demandaient du secours. On est allé chez eux, il n'y avait personne dans leur maison. On y est retourné 5 ou 6 fois pour essayer de les trouver. C'est seulement quand l'eau a commencé à redescendre qu'on a fini par les retrouver. Ils étaient tous morts. Le fleuve est sorti de son lit. Les dégâts ont été considérables. 150 000 maisons détruites dans toute la Louisiane. Prairieville, dans la banlieue sud de Bâton Rouge, est au cœur de cette zone dévastée. Bartel Cook a tout perdu. On va reconstruire. C'était un sacré quartier ici. Regardez tout autour. On partage tous le même malheur. Ça va être difficile. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un de faible. Je suis juste triste. La maison de Bartel et Patricia Cook a passé 3 semaines sous 1,50 m d'eau. Comment on va faire maintenant? Emprunter à une banque? Vous croyez qu'on va trouver quelqu'un pour nous prêter de l'argent et construire au milieu d'un lac? Faut arrêter de croire au Père Noël. Regardez les affaires des gens. Voilà, ça a été un jour une belle maison. Et regardez les ravages de l'eau. Ça me fait tellement mal quand je vois ça. C'est toute la structure de la maison qui est foutue. Voici notre chambre. On a pu sauver le lit, mais c'est tout. Regardez l'eau. Elle est montée jusque-là. J'espère que le prochain Noël, on pourra à nouveau jouer du piano dans cette maison. Ce piano, c'est la famille. C'est tous les après-midi tranquilles, passés ici, à jouer du piano pendant que ça mijote dans la cuisine. Je veux rester ici, moi. Je veux mourir ici. C'est ma maison. Ce jour-là, l'eau s'est remise à tomber et la Louisiane continue à se noyer. Dans le quartier, les espoirs de sauver les maisons s'amenuisent à mesure que l'eau continue de ronger les habitations. Jim Preston habite la maison voisine de celle des Cook. Il y en a au moins pour 300 000 $ de dégâts ici. Je venais de finir ma maison. Il y a un mois, tout était neuf ici. Ça m'avait pris 1 an et demi pour la construire. Et maintenant, je dois tout recommencer. Jim a déjà relancé les travaux. Si lui a pu le faire, c'est parce qu'il dispose, contrairement à des milliers de sinistrés, d'une assurance inondation. Dans ce quartier, 15% des gens seulement avaient une assurance inondation. 85% n'en avaient pas. Ici, voilà comment ça se passe. Une fois que vous avez fini de payer votre crédit, les compagnies ne veulent même plus prendre le risque de vous assurer contre les inondations. Vous ne pouvez plus souscrire de contrat. Les assurances, en fait, elles sont une garantie pour les banques, pour qu'elles soient sûres de récupérer l'argent qu'elles nous ont prêté. Pour des dizaines de milliers de familles modestes, en revanche, il n'y aura pas de retour. Pas d'assurance, pas d'argent pour reconstruire. Leurs souvenirs s'étalent sur les trottoirs des quartiers populaires.
Ces malchanceux, ils sont logés ici, en attendant mieux. Le River Center de Baton Rouge. Après Katrina, déjà, il avait servi de refuge. Comment ça va, monsieur? Vous avez eu votre petit déjeuner ce matin? Pour votre femme aussi? Oui, oui. C'est bien, tant mieux. Ça, c'est un couple que je vois chaque matin. Ce sont des personnes âgées. Ils ont du mal à se déplacer. Ils ne peuvent pas marcher. Donc on fait attention à les suivre chaque jour pour être sûr qu'ils aient à manger et surtout qu'ils prennent leurs médicaments. Roberto Baltodando est le responsable de ce centre d'accueil établi en urgence par la Croix-Rouge. C'est le plus grand centre de toute la Louisiane. Les images des 1000 personnes réfugiées ici ont bouleversé les Américains. On a eu la visite du gouverneur, de figures locales et nationales, des politiciens de tous les bords. Ils se sentent concernés par la situation et travaillent en coordination avec nous. Est-ce que vous pensez que les politiciens essayent de récupérer cette tragédie pour leur campagne? Je ne veux pas parler de politique. C'est pas ce qu'on fait ici. On est une organisation neutre et on doit le rester pour garder la confiance des gens. J'ai entendu que Donald Trump était venu ici. Trump? Tu es au courant que Trump est venu ici? Oh, j'ai raté ça, je crois. Il est venu en Louisiane, mais pas ici. Ah, c'est ça. Il est venu dans le coin, mais pas ici. Nous, ce qu'on veut, c'est que plus de gens viennent ici voir ce qui se passe. Et vous pensez quoi de la visite de Trump à Baton Rouge? Je pense pas grand-chose de la visite de Trump, vraiment pas. Parce que je pense pas que Donald Trump nous soutienne. Tu comprends? Alors, qu'il vienne aujourd'hui ou demain, ça va rien changer pour moi. Mais cela pourrait bien changer la campagne de Donald Trump. En Louisiane, il a fait acheminer de l'aide humanitaire, s'est fait filmer en train de décharger un camion rempli de produits de premier secours, et ces images ont fait le tour du monde. Surtout, d'autres images en comparaison ont fait mal. Le président Obama sous le feu des critiques. Au même moment, le président américain est encore en vacances. La guerre des images et la récupération politique des inondations sont lancées. Barack Obama n'arrivera sur place que 4 jours plus tard, et Donald Trump le rappelle à chacun de ses meetings. Je reviens à l'instant d'une plongée dans la souffrance et les dévastations de Louisiane. Alors franchement, Obama devrait quitter ce terrain de golf et aller voir ce qui se passe là-bas. Nous avons voulu voir ce qui se passait au siège du Parti démocrate de Louisiane. Hillary Clinton, leur candidate à l'élection présidentielle, n'est pas venue rendre visite aux sinistrés. À ceux qui pensent que c'est une erreur dans sa campagne, Patricia Smith, députée démocrate au Parlement de Louisiane, donne une explication qui ressemble à de la cuisine politique. Hillary? Ah non, je ne peux pas parler pour Hillary. Expliquer pourquoi elle n'est pas venue. Ça ne me dérange pas en tout cas qu'elle ne soit pas venue. De toute façon, la bataille ici est très compliquée pour elle. Parce que la Louisiane, c'est un État rouge, un État républicain. Et vous, ici, au Parti démocrate, vous êtes à l'aise avec le fait qu'elle ne soit pas venue? Ça ne me dérange pas. De toute façon, je ne vais pas voter Trump. Ce n'est pas un problème. Pour rien au monde, je glisserai son bulletin dans l'urne. Donc ce n'est pas une erreur politique? Non, ça n'en est pas une. Pas dans cet État. Trump, lui, a utilisé la méthode inverse. Il a fait de la Louisiane le point de départ d'une nouvelle campagne de séduction. Il est temps de changer. J'aime son discours, il parle vrai, tu vois ce que je veux dire? Elle vise un électorat que l'on croyait inaccessible pour lui. Je veux que mes enfants puissent trouver du boulot plus tard. Les 40 millions de Noirs américains. Je ne veux plus rester coincée avec le Parti démocrate juste parce que, historiquement, les Afro-Américains ont toujours voté démocrate. Il est temps de voter pour un programme et non plus pour un parti. Aujourd'hui, Trump mène campagne à Pensacola, en Floride, à 150 km à peine des bayous de Louisiane. À l'intérieur, 13 000 supporters l'attendent depuis des heures.
Je suis content d'être de retour ici en Floride, ma seconde patrie. Merci. Des milliers de gens sont restés dehors et n'ont pas pu avoir de place. Voilà ce qui se passe. C'est un mouvement sans précédent qui est en marche. Dans le public, très peu de Noirs américains. Pourtant, une bonne partie du discours de Trump va s'adresser à eux, et c'est quelque chose de nouveau dans cette campagne. Quand je dis qu'on va refaire de l'Amérique un grand pays, je parle de faire cela pour tout le monde, pour tous les Américains, tous ceux qui ont été oubliés. Et on va aider les millions d'Afro-Américains à se relever. Nous les sortirons de la pauvreté. Je leur dis, je vais régler vos problèmes. Je leur dis, ça ne peut pas être pire. Je leur dis, qu'est-ce que vous avez à perdre? Je vais changer leur vie pour le meilleur. Dans la foule, des supporters vêtus de noir. Les Bikers for Trump, les motards pour Trump. Ils seraient 100 000 aux États-Unis. Ils font partie du plan du candidat républicain et demain matin, ils partiront en direction de la Louisiane, porter la bonne parole auprès de cette communauté noire américaine sinistrée. Une dizaine de motos. Une quinzaine de Bikers pour Trump. Ils sont partis de Floride, vont traverser une partie du Mississippi, de l'Alabama, mais leur objectif, c'est la Louisiane. Avec eux dans le convoi, ce camion. Il est chargé d'aide humanitaire. Ils ont roulé jusqu'ici, une église dans ce quartier afro-américain défavorisé, Church Point. Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue. Bonjour. C'est bon d'avoir les Bikers pour Trump à notre secours. Super. Merci d'être venus jusqu'ici. Venez, je vous embrasse. Donald Trump est très heureux qu'on soit venu jusqu'ici, pasteur, jusqu'à votre église. On a beaucoup de ravitaillement et on sait qu'il ira dans les bonnes mains. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci d'avoir amené ces motards jusqu'ici. Ils ont traversé les États pour apporter nourriture et réconfort aux nécessiteux. Ainsi tu rassembles les riches et les pauvres, les noirs, les blancs, les jaunes, les bruns. Nous ne faisons plus qu'un. Nous nous donnons la main. Nous ne sommes plus qu'un. Nos cœurs à l'unisson. Bénis ces motards. Bénis Donald Trump, mon Dieu. Protège-le. Que ta volonté soit faite pour que nous puissions refaire de l'Amérique un grand pays. C'est bon, on va installer la rampe ici, là. On va mettre tout ça à l'intérieur. Et regardez, les gens commencent à arriver. Ils en ont vraiment besoin. C'est bon, je l'ai. Pas de souci. Les affaires pour bébé, par ici. Sers-toi. La soupe de poulet est bonne. Je sais. Je dépends uniquement de ce que les gens donnent, parce que sinon je n'ai plus les moyens de m'acheter ce dont j'ai besoin. C'est comme ça quand t'as tout perdu. Donc je les remercie vraiment. La question c'est, qui est assez sincère pour nous aider? Si vous me demandez si Donald Trump est prêt, lui, à nous aider, ma réponse est, je ne peux que prier. Mais je suis encouragée par le fait qu'il en parle. Il semble parfaitement conscient de la situation. Et la parole de Trump se propage dans la communauté. Le lendemain dimanche, le pasteur et sa femme servent la messe dans une salle de réception de cet hôtel
en attendant que leur église soit restaurée. Les prêches du pasteur Pate sont devenus célèbres dans tout le pays, parce qu'ils ne ressemblent à aucun autre. Prions ensemble. L'Esprit Saint de Jésus est avec nous. Nous t'aimons, Dieu. Ce qu'il raconte ce jour-là, c'est le combat des Noirs, touchés par les inondations. Toucher le fond, puis se relever. Une communauté prête à se relever pourvu qu'une main lui soit tendue, et pas n'importe laquelle. Toucher le fond et se relever. Toucher, mais pas couler. Alléluia! Ouais, t'as raison, pasteur. J'espère que vous êtes prêts pour le changement. J'espère que vous êtes prêts pour refaire de l'Amérique un grand pays. Faites du bruit! I say hallelujah. Bless the Lord with your giving. Amen. Je crois que Donald Trump a compris qu'il aura besoin de tous les votes. Et bien sûr, ceux des Afro-Américains sont importants. Les Noirs se rappellent comme ils ont dû se battre pour avoir le droit de vote dans ce pays. La nouvelle génération compte bien utiliser intelligemment ce droit de vote. Je suis heureuse que Trump respecte le vote des Afro-Américains et qu'il leur montre clairement que leur vote est vital pour lui. Les inondations en Louisiane ont marqué un tournant dans la campagne de Donald Trump. Il a pris conscience que cette élection ne se gagnerait pas avec le seul vote des électeurs blancs. Pour l'heure, il n'y aurait encore que 5% d'Afro-Américains à envisager de voter pour lui. C'est peu, mais c'est déjà 2 fois plus que ceux qui avaient voté républicain il y a 4 ans.